Salut Antoine, ravi que tu sois là. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au coaching en Roumanie avec Jean Rivière, Antoine Pétavin, tout ça. Donc je suis ravi que tu aies accepté de faire cette interview. On va parler de copywriting, tu vois, vraiment un truc un peu plus centré sur les ventes, comment toi tu peux faire plus de ventes, des petits tips, tout ça pour améliorer parce que moi c'est ce dont je parle sur mon site et je pense que tu as pas mal de choses à apporter à mes lecteurs, aux gens qui vont voir ça parce que ton business il tourne plutôt bien. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui te connaissent pas trop comme ça? Ouais, moi je m'appelle Antoine, je vis de mon contenu depuis 4 ans, j'ai créé plus de 100 formations, j'ai fait plus de 1000 contenus sur internet, des audios, des vidéos, des emails aujourd'hui. J'ai une audience de 10 000 personnes qui reçoivent mes mails tous les jours dans lesquels j'enseigne comment vivre de sa passion, c'est-à-dire comment vivre de son contenu sur internet en vendant notamment des formations. C'est mon business model et c'est celui que je préfère. Ok. Bon, normalement, je n'ai pas trop posé ce genre de questions, mais est-ce que tu as un chiffre à donner? Je sais pas, enfin, combien tu peux générer grâce à ces emails et grâce aux techniques de copywriting, justement? On est, en termes de chiffre d'affaires, on est entre 30 000 et 50 000 euros par mois, avec le mois dernier qui était une explosion à 80 000 euros. D'accord. Ok, top. J'ai demandé ça, moi j'aime pas trop, mais j'ai demandé parce que la vraie vérité, c'est que là, en fait, on a fait l'interview avant avec Antoine et en fait, on a perdu la vidéo. Et c'est pour donner envie, quoi, parce qu'il faut rester. Il y a toujours l'audio, sauf que voilà, vous allez juste avoir une image, mais un mec qui fait genre 30 000, 50 000 avec des emails, c'est plutôt intéressant à l'entendre parler et on va parler de plein de choses. De quoi on a parlé? Franchement, de comment bien réussir à vendre avec de l'émotion, comment captiver les gens, la personnalité. Est-ce que tu te souviens un peu de quoi on a parlé pour donner aux gens? Absolument pas, c'est pour ça qu'on va pas se donner la peine de refaire l'interview. Non, en fait, on a tout interviewé. Enfin, on a fait une bonne interview, quoi. On a tout filmé et malheureusement, on a eu un problème technique, comme souvent. On a gardé l'audio, mais on a perdu la vidéo. Et donc, ce qu'on va vous montrer dans les minutes qui suivent, c'est que de l'audio, mais la vidéo, elle sert à rien puisqu'on est là dans cette salle, on discute. Et c'est de l'audio, enfin voilà, il y a vraiment du contenu pour les gens qui ont envie d'apprendre à vendre, notamment à l'écrit, mais aussi avec d'autres plateformes. Voilà, je partage tout ce que j'ai appris là-dessus. Ça fait 8 ans maintenant que je crée du contenu, tout ce que j'ai appris là-dessus, et ce que j'ai appris aussi en regardant mon audience. Et toi aussi. Voilà, c'est clair. Moi, je le dis à mon plus faible niveau. Antoine, franchement, il est vraiment bon dessus. Et du coup, vous avez les deux niveaux, quoi. Et je trouve que c'est intéressant. Donc, ceux qui veulent continuer, c'est que les plus déterminés. Voilà, ceux qui se disent, bah, tant pis, j'ai pas besoin d'une vidéo forcément pour apprendre. Mais même que l'audio, écoutez, il y a vraiment des pépites, comme on dit. Et non, franchement, c'est intéressant. On couvre plein de sujets. Et je pense que vous allez avoir pas mal de choses. Et c'est assez inspirant vers la fin. Donc, allez-y. C'est parti. C'est parti. Et du coup, la première question, un truc très classique. En fait, tu vois, moi, je sais pas si tu l'as constaté comme moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent que le copywriting, c'est un peu genre la compétence à posséder. Enfin, il y a ces dernières années, ces derniers mois, il y a beaucoup de gens qui en parlent de plus en plus, qui disent que c'est important pour développer un business et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ton business? Est-ce que ça t'aide beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises souvent? Est-ce que ça te permet de bien te lancer, de générer des revenus? Oui, bien sûr, c'est pas nouveau, hein. Tu sais, copywriting, enfin voilà, il y avait un peu les papas du marketing dans les années 50-60 qui étaient déjà des copywriters, qui ont inventé pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on a peut-être pensé avec le web que ça allait être un peu la disparition du copywriting, avec la vidéo, avec les images, avec les réseaux sociaux, qu'il fallait aller vite. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Moi, depuis que je suis passé au email quotidien, par exemple, aujourd'hui, j'envoie un email par jour. J'ai jamais eu de résultat aussi bon. Et pourtant, c'est des mails qui sont longs, donc que les gens vont lire. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fait, juste avec les mots, même à l'heure de Netflix, de YouTube, avec les trucs qui clignotent dans tous les sens, on peut toujours faire pas mal de ventes, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça intéressant le fait que voilà, les gens avant ils vendaient juste avec, dans des journaux, tout ça, ils avaient même pas cette possibilité qu'on a aujourd'hui avec Internet de lier une relation en fait. Et moi je pense que ça a tout changé, je sais pas ce que t'en penses par rapport au copywriting maintenant avec Internet, qu'il y a encore des gens qui essaient trop de se focaliser sur la vente directe, et ça peut marcher, mais c'est en trafic froid, pub Facebook, tout ça, mais je trouve que c'est tellement plus intéressant et tellement plus agréable de prendre le temps de lier une relation avec des gens par email, tout ça, et ensuite quand on envoie sur une page de vente c'est plus simple. Et en plus, Internet a tout changé avec les emails, le fait de préchauffer un peu le prospect, tu sais, j'en parle sur mon blog, des choses en mode qu'on va pas vendre tout de suite le produit, mais on va apporter de la valeur, montrer qu'on est un peu crédible, des choses comme ça, je sais pas, accrocher l'attention, et ensuite on va parler du produit. Enfin, moi j'aime bien faire ça dans mes emails. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aussi? Est-ce que tu as une vente plutôt à ce niveau-là, genre où tu vas déjà préchauffer le prospect, ou tu vends directement? Comment ça se passe? Ouais, moi, rien n'est prévu généralement, c'est-à-dire que je fais un mail par jour sur des sujets que j'ai en ce moment dans ma tête et sur des sujets qui concernent les produits que je vends en ce moment.
Et donc, je fais des semaines thématiques, tu vois. Par exemple, là, cette semaine, j'ai sorti un produit sur la santé, justement, quand on est indépendant, comment être en forme, comment avoir de l'énergie pour passer l'hiver. Et du coup, toute la semaine, je vais parler de ça, mais il n'y a rien qui est prévu à l'avance. C'est pas un tunnel qui suit un script. C'est juste, vraiment, j'essaye d'utiliser des choses qui m'arrivent dans la vie, qui m'arrivent dans le quotidien. Voilà, c'est du quotidien, quoi. C'est du au jour le jour. Donc ouais, moi je pense que Internet ça a tout changé parce que t'as plus besoin de demander l'autorisation si tu veux. C'est-à-dire que les copywriters avant ils devaient déjà faire leurs preuves. Et souvent ils travaillaient pour d'autres marques, c'est-à-dire qu'ils vendaient les produits des autres, qui n'étaient pas forcément des produits auxquels ils croyaient, donc c'est toujours plus difficile. Toi tu peux créer tes propres produits sur mesure par rapport à la demande, sur mesure par rapport à ce dont ont besoin les gens, et ensuite les vendre en connaissant parfaitement cette audience. Et en fait ces deux choses imbriquées, ça fait que sur le web, même avec une petite audience, même avec 400, 500 ouvertures d'email par exemple par jour, tu peux avoir des résultats qui sont exceptionnels, qui sont largement supérieurs à tout ce qu'on pouvait avoir avant, parce qu'avant on tapait un peu dans le large, on connaissait pas très bien l'audience nous connaissait pas vraiment très bien non plus. Et donc ça change tout, ça permet de créer une relation de confiance, ça permet de parler de ce qu'on veut, ça permet d'aller chercher les gens qui sont intéressés par ce dont on parle, et surtout ça permet de travailler tout de suite. C'est-à-dire que tu peux écrire ton mail de vente pour le lendemain, l'envoyer le lendemain ou même le jour même. T'as demandé l'autorisation à personne, ça c'est génial, c'est la liberté quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Et je voulais rebondir sur deux choses. Le fait que connaître son prospect, on va en parler après. Enfin, moi, j'en parle beaucoup sur mon blog et je voudrais que tu me dises un peu ce que t'en penses. Et le fait que, ouais, il n'y a pas besoin d'une grosse audience. Moi, j'étais un peu, tu vois, je pense comme des gens dans ma liste ou dans ta liste qui pensent que on a besoin d'avoir, je sais pas, 10 000 inscrits pour vivre de son contenu et tout. J'avais un peu cette croyance qui est limitante, en fait. Et quand j'ai commencé à bosser avec mes clients freelance, je me suis aperçu qu'en fait, ceux qui vivaient le mieux et qui aidaient en plus le plus de gens, c'était pas forcément ceux qui avaient des tas d'inscrits, mais voilà, une liste bien qualifiée, et que, en fait, avec du contenu régulier et des bons produits bien ciblés, ils pouvaient vivre de leur passion, vivre de leur contenu, et en plus, voilà, t'impactes des gens, tu les aides, et ouais, je trouve ça génial. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu plus de la petite audience? Je sais que toi, c'est ta philosophie. En fait, tu peux jouer sur deux choses, sur deux tableaux. Soit tu essaies de devenir une star, et évidemment, c'est ce qui est le plus séduisant, c'est ce qui est le plus connu, parce que tous les gens, souvent, qui en parlent, sont des gens qui sont déjà connus, qui ont un podium. Le problème d'être une star, c'est que tu brasses de la masse, tu brasses du public très très large, et donc ça va être plus difficile de voilà, faire rentrer ton public dans les pièces que tu veux, c'est-à-dire dans tes produits à toi. Soit au lieu d'essayer de ratisser large et d'essayer d'attirer le Madame Michu et le tout venant et la ménagère de moins de 50 ans, soit au lieu de faire ça, t'essayes de cibler seulement les gens qui t'intéressent. C'est-à-dire des gens qui vont avoir beaucoup plus de valeur. C'est-à-dire que chaque prospect, donc chaque inscrit par exemple à ta mailing list peut te rapporter, on parle de 5 euros, 10 euros, voire plus par mois, tu vois. Parce que tu les as extrêmement bien ciblés, donc t'es allé bien les chercher. Ça, l'avantage, c'est que déjà tu fais des économies, pas besoin de faire des tonnes et des tonnes de pubs, pas besoin de parler de toi à tout le monde, d'essayer de ratisser large. Enfin, tu vois, tu cibles. Et Internet te permet de faire ça de manière beaucoup plus facile. Et la manière la plus simple, pour moi, c'est le contenu organique. Pourquoi ? Parce que le contenu organique, c'est le contenu que les gens vont chercher. Donc les gens vont te chercher avant de te trouver. C'est pas toi qui vas les chercher, c'est eux qui vont te chercher. Le contenu organique, c'est quoi ? C'est par exemple des vidéos YouTube qui vont répondre à des problématiques très précises, qui vont pas forcément faire énormément de vues, qui peuvent être assez décourageantes. C'est pas tes vidéos qui vont faire 300 000 vues, qui vont exploser, mais qui vont t'apporter précisément les gens que tu veux. Et donc il faut vraiment faire attention à pas se tromper de chiffres, de métriques, c'est-à-dire pas confondre le chiffre d'affaires, le bénéfice, avec le nombre d'abonnés. Ça n'a rien à voir. T'as des gens qui ont des millions, des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, qui gagnent moyennement leur vie, juste de quoi payer le loyer. Et puis t'as des gens qui ont 300 abonnés sur YouTube, qui font 200 vues par vidéo, qui gagnent 10 000, 20 000, 30 000 balles par mois, parce que c'est des marketeurs, c'est des gens qui ont appris le copywriting, c'est des gens qui ont appris la vente et qui se focalisent pas sur la vanity metrics, sur ce qu'ils peuvent mettre en avant pour attirer les sponsors, parce qu'ils n'ont pas besoin de sponsors, mais qui se focalisent sur leurs produits, leurs clients et comment ils peuvent trouver un fit entre les deux. Bah, franchement, c'est intéressant et je pense que ça va être inspirant pour les gens parce que, voilà, je le dis, moi, je pensais, enfin, quand j'entendais ce genre de discours, je me disais, ok, c'est peut-être possible. C'est vrai qu'avant de l'avoir vécu, c'est compliqué de le comprendre. Mais, enfin, voilà, tu vois, si je le dis aux gens en mode, moi, j'étais comme ça avant, en fait, quand tu te rends compte que oui, avec justement pas beaucoup d'audience, mais une audience qualifiée, comme tu dis, après, voilà, tu crées une relation en fait avec ces gens et en plus c'est plus simple parce que du coup généralement ils sont plus proches de toi, tu parles de choses qui sont plus personnelles et t'as des gens qui te ressentent tout ça et puis ouais tu peux vraiment générer des jolis revenus et impacter des gens, donc ça c'est intéressant. Donc une fois que t'as commencé à justement créer cette petite audience qui est
plus ciblées, plus courtes, mais plus ciblées, tout ça. Comment tu fais après pour réussir à leur vendre? T'as parlé de, juste avant, je voulais rebondir sur le fait de connaître son prospect. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans mes contenus. Dans ma première formation sur la page de vente, c'est genre les 2 premiers modules, c'est focus sur ça. Je dis aux gens, vous pouvez pas aller plus loin avant d'avoir suivi ça, parce que pour moi, en fait, on peut vraiment pas vendre sans connaître son prospect, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, je pense que c'est la base du copywriting. Le début d'une bonne page de vente, c'est le tableau. Si tu peins un tableau de ton prospect et de ses difficultés par rapport à ton produit, à ce que ton produit va résoudre. Et donc, en fait, ton rôle, c'est d'être capable d'exprimer ce que les gens ont dans la tête, les frustrations, les douleurs, les souffrances des gens, mieux que eux-mêmes arrivent à s'exprimer. Et ça nous fait toujours cet effet-là. Je sais pas si t'as déjà vu une vidéo ou n'importe quoi, ou voilà, ou un politicien ou n'importe quoi qui arrive à tu vois, dès les premiers mots de son discours, tu te dis, ah mais ouais, c'est exactement ça, quoi. Il a vraiment mis le doigt sur mon problème. Il a mis le doigt là où ça fait mal, en fait. Et si tu arrives à mettre le doigt là où ça fait mal pour ton audience, tu vas être capable de faire en sorte qu'ils t'écoutent. Parce que c'est ça, en fait, le copywriting. C'est de pas mettre l'accent sur son produit, mais mettre l'accent sur les problèmes de son audience. Et c'est en faisant ça que les gens, ils vont se dire, waouh, ce type-là, s'il a su me comprendre, bah, probablement qu'il va savoir comment résoudre mon problème. On a souvent la sensation d'être seul. C'est-à-dire qu'on a souvent la sensation, quand on a un problème, d'avoir du mal à en parler aux gens, de trouver personne qui partage précisément ce problème-là. Et donc, à partir du moment où on a la sensation d'être seul, comment est-ce qu'on peut faire confiance à un type externe qui n'a jamais connu nos problèmes pour venir les résoudre? On peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à chercher, jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui arrive à mettre le doigt dessus. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive à te dire, bah voilà, qui pose un diagnostic sur le problème, comme un médecin poserait, comme si tu avais une maladie rare, et qu'un médecin arrivait à poser une diagnostic sur ta maladie. C'est un soulagement énorme pour le patient d'avoir droit à son diagnostic, de pas être dans le flou. Et ben c'est pareil pour ton client, c'est un soulagement énorme d'avoir le droit à son diagnostic, de comprendre que, bah voilà, tu connais son problème, tu connais quelles sont les aspérités de son problème, et donc et évidemment, c'est à toi qui vas faire confiance à partir de ce moment-là. Et c'est comme ça, enfin, c'est le meilleur moyen de vendre un produit, et c'est aussi le meilleur moyen de faire de bons produits. Si tu fais du coaching ou de la formation, là on parle pas seulement de vente, mais si tu fais du coaching ou de la formation, que tu connais pas ton audience, comment tu veux les aider? Si tu connais pas leurs problèmes, comment tu veux les aider? Si tu connais pas le vrai problème qu'il y a derrière leur douleur, comment tu veux y répondre? C'est comme vendre des patchs, tu vois, pour les accros à la cigarette, ça marche pas. Parce que il suffit pas d'un patch, il faut aller creuser, voir quel est le vrai problème, tu vois. Et d'ailleurs, si on veut rester sur le domaine de la cigarette, il y a des choses qui marchent beaucoup mieux. Il y a des bouquins qui ont été écrits, un simple bouquin. Il y a un bouquin qui s'appelle, je sais plus, En finir avec la cigarette ou je sais plus quoi. Beaucoup de gens l'ont lu et beaucoup de gens ont des résultats avec un petit bouquin. Donc, tu vois, parfois, juste les mots, ça peut être des solutions, quoi. Ouais, je crois que c'est Allen Carr qui a écrit le bouquin, un truc comme ça. Et je voulais en faire un email prochainement, un truc comme ça, parce que justement, ça me fascinait que en fait, le mec décrit tellement bien les problèmes qu'en fait, les gens sont encore plus motivés à appliquer la méthode. Et non seulement, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, que ça permet de mieux vendre, mais en plus de faire de meilleurs produits, parce que comme les gens, ils sont tellement matrixés par ce que tu viens de dire, ils sont en mode, putain, c'est exactement ma situation, mes problèmes, ce mec, il doit avoir la solution, quoi. Donc du coup, ils sont encore plus motivés à appliquer. Et ben, je trouve que c'est un super truc gagnant-gagnant de faire non seulement plus de ventes, et en plus aider de plus en plus de personnes. Ouais, justement, alors c'est un secret, il faut pas le dire à tes clients, mais souvent, en vrai, la page de vente est plus utile pour les gens que la formation, si tu vends de la formation, pardon, ou même un produit. C'est-à-dire que rien qu'en lisant la page de vente, les gens ils vont débloquer des trucs. Si tu as fait une bonne page de vente, tu vas transmettre le grand principe qui est derrière ton produit. Et moi, je sais que je me suis beaucoup formé en suivant des formations, et très souvent, j'ai plus appris dans la page de vente que dans la formation. Évidemment, il y avait plus de contenu dans la formation, et plus de techniques pratiques et tout, mais en fait, le coup de fouet dont j'avais besoin, la grande réalisation dont j'avais besoin, je l'ai pas eu dans la formation, je l'ai eu dans l'argumentaire de vente. Ouais, franchement, c'est nouveau ce que j'entends, mais en même temps, c'est vrai que ça fait sens. Ouais. Je pense que vous n'avez pas besoin d'acheter les formations, à part celles d'Antoine et les miennes après, sinon il faut lire les pages de vente. Mais sinon, ouais, c'est intéressant. Et puis, il y a le fait que, ouais, je pense que tu dois exciter en fait le prospect avant, tu vois, de présenter ton produit. Il y a le truc de vraiment créer un gros désir. Et en fait, je pense que la meilleure vente, c'est celle qui est la plus simple, et en plus celle qui est la plus bénéfique après pour ton prospect, parce qu'il va appliquer tes conseils. C'est quand justement tu arrives à montrer ce gros principe, à lui faire un peu changer d'un coup de mindset. Il va lire la page de vente, il va déjà... Moi, je sais que mes premières formations, quand je découvrais le monde du web marketing, j'ai acheté mes premières formations, j'étais comme un ouf, parce que je lisais le truc, je me disais, putain, ça va changer ma vie, quoi. Le mec arrivait, mais sans, tu vois, le vendre du rêve, juste en me faisant envie, en fait, et en me faisant envie après de suivre et d'appliquer les conseils. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant, ce truc. On parlait d'émotion, justement, il y a un truc sur l'émotion.
Moi, je dis beaucoup sur mon blog que ce qui vend le plus, c'est l'émotion. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il faut parler du produit, mais je conseille toujours avant, dans une page de vente ou même dans des emails, tout ça, d'avoir un côté soit de raconter une histoire, un peu de faire du storytelling, et où on va justement décrire les désirs, les frustrations, les problèmes, comme tu avais dit à un moment. Est-ce que toi, tu as vu que c'était un avant-après? Je sais pas si tu n'avais pas fait l'émotion avant, si maintenant tu l'as fait. Est-ce que ça augmente les ventes? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, l'émotion, elle se génère automatiquement, si tu veux. C'est-à-dire que si tu commences à parler des problèmes des gens, si tu appuies sur la douleur et tout, tu vas créer de l'émotion. Ou si tu mets le doigt sur un truc qui est très important pour eux, tu vas créer de l'émotion. Quand Apple sort son iPhone, ils n'ont pas forcément besoin de te raconter de belles histoires. C'est-à-dire que juste le fait de te présenter le truc d'une belle façon, tu vois, avec de belles images, et de te montrer comment ta vie va être géniale quand tu l'auras, en te montrant des photos de gens qui l'utilisent, etc., tout ce qu'il y a en plus. En fait, ça crée déjà de l'émotion, ça crée de l'excitation, ça t'as envie du produit. Donc, est-ce qu'il faut tartiner de l'émotion? Moi, je sais pas. Il y a des gens qui sont assez hermétiques à ça. Surtout en France, on est vachement cartésien et tout. Ça veut pas dire que les gens ne raisonnent pas par émotion. Je pense qu'on prend toujours une décision d'abord par émotion, mais on est peut-être sensible, on est peut-être un peu réfractaire, on va dire, à l'émotion tartinée de manière grossière, comme on peut le voir, notamment dans les argumentaires américains. Enfin, je sais pas si t'es déjà allé, par exemple, à un séminaire de développement personnel aux États-Unis. Mais tu vois, c'est genre on saute en l'air, on tape dans les mains, on se fait des câlins, on est là, on parle de loi de l'attraction, etc. Ça peut marcher en France, mais à beaucoup plus petite échelle. Le français moyen, il va pas être réceptif à ça. Donc nous, on va devoir traduire le truc. C'est-à-dire que nous, par exemple, ça va être beaucoup plus efficace de te présenter un truc en ayant des études derrière, en expliquant que c'était prouvé par des faits scientifiques, en faisant rappel justement à notre esprit cartésien. Ça veut pas dire qu'on va pas susciter d'émotions derrière. Ça veut pas dire qu'on va pas susciter d'envie ou de désir pour notre produit ou rafraîchir la douleur que la personne ressent. Ça veut juste dire que je pense que ça ne suffit pas, en tout cas pas pour tout le monde, ça dépend de ton audience bien sûr, de simplement tartiner de l'émotion, tu vois. Et je pense que l'émotion, il faut être plus subtil et essayer de la créer grâce au produit et grâce à ton discours, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je voulais avoir ton point de vue dessus. Mais c'est vrai que je conseille le fait de parler d'abord, enfin de créer ce désir émotionnel pour que le prospect en fait ait envie de découvrir le produit. Et après, je pense qu'il y a toujours une part en fait de mix. Tu vois, il faut d'abord faire l'émotion, on va dire, le truc de voilà créer la connexion émotionnelle et tout, et après de présenter les fonctionnalités. Il y a un truc qui dit en fait que on est d'abord happé par cette émotion pour avoir envie, mais ensuite on a l'esprit cartésien justement de se dire ok, mais attends, 2 minutes, qu'est-ce que je vais acheter quand même? Il faut que je vois si j'en ai pour mon argent. Et là il y a le truc de commencer à mettre les fonctionnalités, les bénéfices en avant. Et tu parlais d'Apple, comme t'es fan et tout, tu dois sûrement avoir vu comment ils font, mais moi je trouve ça fascinant avec Apple que dans les pubs par exemple, c'est juste des belles images, des trucs comme ça qui te donnent envie ou ça crée ce désir. Et après, quand tu te dis ok, peut-être l'iPhone quand même il coûte 1200 balles et tout, faut que je vois, ils te décrivent point par point et très facilement sur le site. Ok, vous allez avoir tel processeur, tel truc et tout. Mais toi, à la base, tu t'en fous, tu vois. T'es pas en mode je veux acheter pour ça, mais t'en as besoin parce que ton cerveau rationnel te dit que faut quand même avoir des bénéfices, des trucs, des fonctionnalités un peu, tu vois, costauds pour mettre 1200 balles. Et je trouve que c'est un super exemple Apple de ce qu'ils font pour ça sur leur site. Ouais, tu vois, l'idée c'est d'abord tu fais appel aux émotions, t'envoies des belles images, du bon truc, tu fais pleurer dans les chaumières. Et ensuite, tu viens, tu viens soutenir ces émotions-là. C'est-à-dire que tu viens donner des arguments logiques de façon à ce que la personne, parce que en fait, on a notre terreur en tant que consommateur, c'est de se faire pigeonner, c'est de se faire avoir. Tu vois, on veut pas être le dindon de la farce. Et donc voilà. Donc, si on voit qu'on est en train de résister à nos émotions, on va être réfractaire à ça. Tu vois, c'est comme une voiture de luxe, tu sais pourquoi tu l'achètes, tu vois. Mais à partir du moment où le gars essaie de t'expliquer que en plus la voiture, elle est safe, en plus la voiture, je sais pas, c'est une Tesla, en plus elle est électrique et tu vas faire des économies d'essence, tu vois. En plus, machin, tu vois. Là, tu vas commencer à te dire, ok, là j'ai des arguments. Tu sais, les Américains disent souvent, d'abord il faut séduire le mec, puis ensuite il faut convaincre sa femme, tu vois. Ouais. Et donc là, il va donner tous les arguments rationnels, économiques, concrets, pour que le gars puisse se justifier à lui-même et justifier aux autres son achat pour pas perdre la face, si tu veux. C'est ça, franchement, faites ça le secret. Imaginez-vous que le prospect, en fait, d'abord on lui parle, il est en mode putain, hyper excité parce qu'on vient de tout lui détailler, le mec il a juste envie de mettre sa carte bleue et d'un coup il se dit quand même, je sais pas, 200, 300 pour la formation, qu'est-ce qu'elle va dire ma femme? Et là maintenant, la deuxième partie de la page de vente, c'est on le convainc. En fait, il faut aussi imaginer ce qu'il va dire à sa femme. Mais chérie, ça va me permettre de faire ça. Il y a tant de vidéos dedans, le mec il a une garantie. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne, ça fait une petite métaphore, tu vois. Les gens, c'est plus réel pour eux. Je pense qu'ils peuvent bien vendre avec ça, ouais.
La prochaine question, je voulais savoir, c'est un truc un peu, enfin c'est pas abstrait, mais tu vois, moi je trouve que c'est intéressant. En fait, est-ce que tu penses qu'il y a un bon timing, un bon moment pour lancer un produit ou quoi? Comme là, je commence à créer mes formations, je pense de plus en plus à ça. Est-ce que je sais pas, t'as une petite technique pour voir un peu le truc qui va marcher en ce moment? Ouais, moi je pense, il y a un truc que j'ai découvert, que j'ai vraiment compris, on va dire, cette année, c'est qu'il y a respecter le momentum, c'est super important. Et pour tous les produits, il y a un momentum. En fait, ce que j'appelle le momentum, c'est quand toute ton audience, tous tes prospects, si tu veux, pensent à la même chose en même temps, sans que tu aies forcément, sans que t'en sois forcément l'instigateur. C'est-à-dire que naturellement, ils pensent tous à la même chose. Par exemple, quand il y avait la bulle du Bitcoin, tout le monde se disait, tiens, il faudrait peut-être que j'investisse dans le Bitcoin, mais je sais pas comment faire. Quand il y a eu la bourse qui a explosé, pareil. Quand il y a eu, j'en sais rien, voilà, il y a toujours un momentum. Tu sais, c'est comme en politique, il y a des débats où tout le monde parle de la même chose en même temps. Et au début, tout le monde s'en fout, puis dès que tout le monde en parle, d'un coup, ça devient un sujet super important. Enfin, je sais pas, par exemple, c'est le cas pour l'écologie. Il y a 10 ans, tout le monde s'en foutait, puis là, t'as l'impression que c'est une question de vie ou de mort. Dans 2 ans, on est tous morts, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a un momentum autour de ça. Parce que d'un coup, il y a plusieurs étoiles qui s'alignent, il y a plusieurs personnes influentes qui en parlent, et puis il y a un événement catastrophique ou un truc qui vient renforcer le machin. Et donc, tout le monde pense à la même chose en même temps. Et toi, en tant que créateur de contenu, alors ça peut marcher si tu es youtubeur et que tu veux faire de la vue, mais aussi si tu vends un produit, le fait de surfer sur ces momentum, ça va te donner une puissance marketing gratuite, en fait. C'est-à-dire que la puissance, la force, c'est pas toi qui la donne, c'est la force du momentum, de ce dont tout le monde parle, ce dont tout le monde pense en même temps. Et moi, j'ai pu le tester notamment avec les formations. J'ai sorti une formation au moment où le Bitcoin était super haut, sur comment acheter ses premiers Bitcoins et les sécuriser, parce que c'est la question que tout le monde se posait, en fait. C'était ok, c'est bien sympa son truc, mais comment je fais pour en avoir? Pareil, j'ai sorti une formation sur la bourse, pareil, ultra débutant, pour dire aux gens, voilà, comment acheter ses premières actions, où les acheter, comment faire, quelle est une stratégie à peu près safe et tout. Et c'est pareil. Et ces 2 formations, bien qu'elles sortent complètement de mon sujet, elles sont cartonnées. Et je pense que si je l'avais sorti à un autre moment, donc à un moment par exemple après que le Bitcoin se soit écroulé, ou alors voilà, ça n'aurait pas forcément marché, parce que les gens n'avaient pas ce truc-là dans la tête, ils n'étaient pas en train d'y penser. Donc ça peut être aussi une façon de le faire, et c'est l'avantage aussi de sortir beaucoup de produits. Moi, c'est pour ça que je conseille de sortir beaucoup de produits. C'est de c'est de suivre un peu les tendances et de sortir les produits au bon moment. Et si tu fais de la vidéo, par exemple sur YouTube, c'est pareil. Tu peux très bien. Alors, il s'agit pas de s'éloigner de cette thématique. Tu peux ramener les choses à ta thématique. Par exemple, si en ce moment le gros sujet c'est l'écologie, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus en faisant le lien avec ta thématique. Tu vois, si c'est pas ta thématique, c'est l'entrepreneuriat. Comment entreprendre de manière écolo en respectant la planète, ce genre de choses, tu vois. Et le fait de surfer sur ces grosses vagues, sur ces gros monstres extérieurs qui passent, ça te donne une énergie gratuite et quasi illimitée. Donc c'est un truc, et inversement, si tu lances un produit sur un sujet au moment où ça intéresse personne, ça peut complètement se planter. Il y a un timing qui est super important, tu vois, à respecter. Et ce timing-là, c'est difficile de savoir à l'avance. Il faut regarder de quoi parlent les gens, il faut discuter avec son audience, voir quels sont les trucs qui reviennent systématiquement. Et généralement, quand tous les gens que tu rencontres dans ton audience te ressortent les mêmes choses, tu fais un produit là-dessus, ça cartonne. T'es quasiment sûr que ça va cartonner parce que c'est évident. Les gens, ils attendent que tu le fasses, en fait, ce produit. Ok, franchement, c'est intéressant, ouais. J'avais jamais vraiment pensé à ça, parce que bon, moi, là, au moment où on parle, j'ai que sorti 3 formations, donc j'ai pas encore ce truc dans la tête. Et quand je faisais avec mes clients, c'était pour sortir des formations bien précises pour les vendre. Mais ouais, je pense que ça peut être le truc de surfer. Ça me fait penser à, tu sais, il y a un copywriter qui était très connu, Eugene Schwartz, qui disait qu'en fait, ça sert à rien de créer un nouveau désir de masse, mais il faut plutôt s'en servir. Et c'est un peu ce truc de surfer sur la vague, tu vois. Alors là, c'est peut-être pas un désir, mais c'est, une tendance. Et si t'arrives à avoir ce truc, du coup, bon, il n'y a pas vraiment, je pense, je sais pas, après si t'as une méthode pour savoir, mais parce que les gens, ils veulent toujours une méthode, un truc. Mais je comprends, même si c'est un concept un peu abstrait, des fois, c'est les concepts comme ça qui marchent le mieux. Et au final, on en revient un peu à ce qu'on dit tout le temps, c'est que, comme t'as dit, il faut connaître son audience, leur parler. Plus on leur parle, plus, ouais, à mon avis, si tu vois qu'à chaque fois, les gens, ils te répètent les mêmes choses, ils parlent des mêmes choses, tu te dis, ok, il y a peut-être un bon filon, et c'est là où tu commences à peut-être plancher sur le sujet, créer du contenu, créer un produit. Ouais, complètement. Ouais, faut être à l'écoute en fait de ce que disent les gens et pas seulement dans ton audience. Ce qui est intéressant, enfin, disons, sauf si ton audience c'est vraiment que des gens super chelous qui sont tous dans un groupe vraiment complètement déconnecté de la société. Parfois, il suffit d'écouter la radio, il suffit d'écouter les discussions des gens dans la rue, les discussions que t'as avec tes amis, et tu vas t'apercevoir des réactions un peu épidermiques par rapport à certains sujets, des crispations, des douleurs, des trucs. Et ces choses-là, en fait, c'est très important de les traiter ensuite dans tes contenus. Je sais pas, moi par exemple, je parle beaucoup de liberté et de devenir indépendant et de quitter le salariat. Et je sais bien que quand j'en parle avec mes amis ou avec des gens qui sont pas vraiment dans ce truc-là, la première réaction c'est la peur. C'est la peur et c'est les questionnements de style mais comment tu fais si ça va plus marcher ?
Comment tu trouves un boulot après ça, et la sécurité, comment tu fais pour cotiser pour ta retraite et pour avoir de l'argent pour plus tard. Alors, il y a vraiment une peur autour de ça. Et donc si derrière toi tu pars de liberté d'entrepreneuriat sans traiter cette peur, tu passes en fait complètement à côté du sujet, parce que c'est ça qui empêche les gens de le faire, tu vois. Et tu vois, c'est un peu ce qu'on appelle la vraie raison. Derrière tous les problèmes des gens, il y a une vraie raison, il y a un vrai problème. Et souvent, c'est pas celui que les gens pensent. Ouais. Les gens vont te dire, si je crée pas ma boîte, c'est parce que c'est compliqué en France, ou c'est parce qu'on paye trop d'impôts, ou c'est n'importe quoi, tu vois. T'as même pas commencé à gagner de l'argent, de quoi tu parles, tu vois. Tu peux devenir auto-entrepreneur, ça prend 1 heure, tu remplis un formulaire sur Internet, c'est réglé. Ils vont te dire ça parce que c'est des excuses qui vont s'approprier, sur lesquelles ils vont sauter comme des opportunités pour se dire, ah bah yes, j'ai une bonne excuse, je le fais pas. Mais la vraie raison, c'est pas ça. La vraie raison, quand tu creuses, c'est la peur, c'est le qu'en dira-t-on, c'est que vont penser mes parents de moi, est-ce qu'ils vont me rejeter, que vont penser mes amis si j'échoue, est-ce que je vais pas perdre la face en public. Tu vois, c'est un truc que les gens vont pas instinctivement en parler parce que ça fait pas bien d'en parler. Mais au fond, c'est les peurs qui nous concernent tous. On est tous concernés par ça. Donc, si tu arrives à les traiter de manière juste, sans les caricaturer et sans condamner aussi les gens qui subissent ces problèmes-là, sans dire vous êtes des grosses merdes, mais en leur disant mais c'est normal que vous ayez ce problème-là, c'est normal, vous êtes pas tout seul, et peut-être moi aussi je suis passé par là, donc je sais où est. Si déjà tu fais ça, 3 choses, les mecs ils vont souffler, ils vont se dire ah putain, enfin quelqu'un qui comprend ce que je veux dire, il me rassure, il me prend par la main, j'ai peut-être envie de lui faire confiance et d'écouter ce qu'il a à me dire après. Donc en fait on peut passer complètement à côté de son sujet, et donc passer complètement à côté de ses ventes si on passe à côté du vrai problème qu'il y a derrière les problèmes de façade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, parce que là franchement je suis à fond d'accord. Et c'est encore Eugene Schwartz qui disait ça, que si tu veux faire des ventes, franchement vous pouvez faire des ventes en mode... si tu fais juste une page de vente, tu vas essayer de gratter les problèmes, voilà, que tout le monde parle un peu et tout. Parce qu'il y a des gens qui vont s'y retrouver, c'est déjà assez fort pour faire des ventes. Mais si tu veux vraiment faire un bon produit qui déjà impacte les gens et en plus qui fait beaucoup de ventes, il faut trouver ce désir caché. Et c'est Eugene Schwartz justement qui disait que le but ultime du copywriter, c'est pas de rédiger la page de vente, mais c'est de faire en amont en fait, de chercher à fond ce petit truc qui empêche les gens de dormir, tu sais, à 2h du mat et tout. Ouais. Et quand tu arrives à dire ça, ce truc un peu caché, c'est pour ça que c'est intéressant de parler avec des gens, des fois, qui sont pas dans la thématique et tout. Je vois que là, tu as donné plein d'exemples, enfin, tu savais leurs objections, ça se voit que tu as parlé avec eux et que c'est pour ça qu'à mon avis, tes produits de vente aussi. Mais c'est intéressant le fait de, voilà, vraiment creuser. Et moi, quand je l'ai vu la première fois, ce truc, c'était avec un de mes premiers clients pour lequel ça a mieux marché ma page de vente. Il s'appelle Laurent. C'est dans la thématique de la perte de poids. Il vend un régime pour les hommes, tu vois, uniquement pour les hommes qui veulent perdre du poids et tout. Et il faisait des ventes, justement. C'est comme je dis, vous pouvez faire des ventes en grattant juste la surface. Mais en fait, il faisait genre 2500 € par mois, un truc comme ça. Et rien qu'en changeant la page de vente, on l'a passé à 4000 parce que j'ai pris le temps en fait d'appeler les prospects au téléphone, de vraiment discuter avec eux. Lui, il en a rencontré même quelques-uns en vrai, et après il m'a donné les interviews. Et en fait, les mecs, lui à la base, ce qu'il disait, c'était voilà, les trucs classiques, perdre du poids, perdre un peu le ventre et tout. Et ce que les gens voulaient vraiment, ce que les hommes voulaient vraiment, c'était des trucs qu'ils osaient pas trop dire, mais ils disaient, je me sens plus trop viril, j'ai l'impression qu'on me regarde dans la rue. J'arrive plus à aller draguer des fois, je suis pas un énorme dragueur, mais j'aimerais des fois aller parler à une fille comme ça qui me plaît et je me dis qu'est-ce qu'elle va dire par rapport à mon poids, tout ça. Et ça, c'est des trucs hyper forts, tu vois. Je me disais putain, ouais, en fait, on était complètement à côté de la plaque, et quand tu dis ça après, les ventes ont super augmenté, et en plus les gens étaient super contents d'acheter le produit parce que voilà, c'est comme on disait avant, ils sont motivés à appliquer le truc parce que tu les as tellement bien en fait cernés qu'ils se disent putain mais c'est trop bien quoi, le mec il va me dire en fait tout ce que j'ai envie, et ils sont encore plus motivés à appliquer les conseils, et je pense que voilà, c'est bénéfique pour tout le monde, donc c'est vraiment intéressant ce truc caché. Ouais. Il y a des gens qui sont même pas forcément dans le copywriting, mais je sais pas, qui peuvent écrire sur la méditation ou quoi, tu sais, Léo Bobota, enfin des gens qui vendent super bien, tu vois, par email comme ça. Est-ce que tu as des gens un peu qui t'inspirent quand tu lis leurs emails? Quand tu lis l'email, t'es en mode j'ai envie d'acheter ce produit, ou ça t'inspire? Je sais pas, est-ce qu'il y a ce genre de vente que t'aimes bien, quelqu'un en particulier en France ou en Amérique? Alors moi je suis assez sélectif en fait, parce que il y a plein de gens qui sont des génies, qui écrivent super bien, qui font beaucoup de ventes. Et c'est très intéressant toujours de les étudier. J'en ai étudié pas mal ponctuellement, on va dire, mais vraiment les gens que je suis tous les jours, il n'y en a pas tant que ça. Et moi j'aime bien les mecs qui bossent un peu comme moi. Donc les mecs qui bossent un peu au jour le jour, qui se prennent pas trop la tête, les mecs qui sont obsédés par la simplicité, qui veulent faire des choses belles, des choses simples, des choses propres. Et il y en a un que j'aime bien, enfin un mec, je suis abonné à sa liste email depuis pas mal de temps. J'avais lu son petit bouquin, en fait son bouquin m'avait fasciné parce que le bouquin il fait 40 pages, il y a que des grosses images sur chaque bouquin, sur chaque page. C'est écrit en police 16, tu vois, genre le mec c'est vraiment pas foulé. Et du coup tu lis jusqu'au bout ce bouquin-là. Et la plupart des gens lisent pas les bouquins qu'ils achètent, tu vois, donc c'est bien de faire des bouquins que les gens lisent. Et en fait tu peux avoir une petite idée simple, tu vas le lire si c'est simple en fait, si c'est court, si c'est simple, si c'est gros, etc.
Moi, j'aime beaucoup en fait les gens qui se prennent pas la tête sur sur le style, qui essayent pas de se la péter, si tu veux, avec le style, qui essayent pas de faire de la littérature. Je pense qu'en France, on en a pas beaucoup, malheureusement, parce qu'en France, on aime montrer qu'on est littéraire, qu'on est cultivé, etc. Et moi, j'aime bien les mecs qui écrivent comme s'ils écrivaient pour des enfants, tu vois. Un mec qui est excellent quand il parle, j'adore écouter ses discours, c'est Donald Trump, tu vois. Il y avait des études qui avaient été faites vous avez analysé les discours de Donald Trump face au discours de Hillary Clinton pendant la campagne américaine. Et ils avaient donné un score au niveau de vocabulaire qu'il y avait dans leur discours, et par qui il pouvait être compris, en fait. Et donc, Hillary Clinton pouvait être comprise par un élève, donc l'équivalent en France, c'était un élève de seconde, je crois, troisième. Et Donald Trump pouvait être compris par un élève, je crois, de CE2, tu vois. Et il a gagné. Et je pense que c'est pas pour rien, c'est pas parce que les gens sont des abrutis, c'est parce que les gens ont une attention limitée. Et respecter les gens, c'est pas leur envoyer des trucs super chiants qui demandent un gros effort. Respecter les gens, c'est leur proposer quelque chose de digeste, de facilement consommable et de bon quand même pour eux. Tu vois, tu peux faire quelque chose de digeste, facilement consommable et de bon pour quelqu'un. Bon, c'est pas forcément le cas de Trump, mais peu importe. Et moi, j'adore le discours de Trump parce que c'est ultra simple. Le slogan Make America Great Again, c'est le meilleur slogan copywriting de tous les temps, je trouve. La façon dont il dit les choses, la façon dont il traite ses adversaires, c'est super intéressant. Par exemple, il va dire que Bernie Sanders is a low energy person. Tu vois, il va dire c'est quelqu'un, une baisse. Et tout de suite, on se visualise le truc, on comprend ce qu'il dit en fait. Et donc, on adhère ou pas, ça passe, le message passe en fait. C'est pas du charabia politique. Donc voilà, je pensais pas forcément dire lui. Il y en a un que j'aime bien, donc c'est pas Donald Trump, mais il y en a un que j'aime bien, c'est Nick Kolenda, c'est ça? Ça, je connais pas. Ah merde, c'est pas celui que je te dis tout à l'heure là? Ah non, ok, Neville Medora. Putain. Voilà, Nick Kolenda, c'est un autre, je sais même plus ce qu'il fait. Neville Medora. C'est le petit bouquin. Ouais, c'est ça. Donc Neville Medora, c'est copywriting course, avec copywriting et course avec un K, les deux. Et il a un blog qui s'appelle comme ça. Et en fait, on dirait vraiment que c'est un truc pour enfants, en fait. C'est-à-dire que c'est écrit en énorme, c'est écrit très simplement. Et il y a des grosses illustrations en mode fait avec Paint, tu vois, avec des bonhommes avec des bâtons et tout, vraiment le truc à l'arrache. Et en fait, c'est quand même bien travaillé et c'est très réussi. Enfin, moi, je trouve ça séduisant. C'est-à-dire que même avant de lire le truc, si tu veux, j'ai envie de le lire. Et ça, déjà, c'est fort, quoi. T'as envie de le lire. Après, les mecs qui te parlent simplement, qui te parlent comme si t'étais avec un pote, qui te parlent sur un ton conversationnel, qui te racontent des petites anecdotes. En fait, un peu comme les influenceurs sur Instagram, sauf que c'est encore plus transparent parce que le mec, son but, c'est pas de te montrer comme sa vie est géniale. Son but, c'est de te convaincre d'acheter ses produits. Donc, il peut s'ouvrir davantage. Et de manière tout aussi détendue. C'est-à-dire, voilà, on discute comme si on était potes, et je voudrais te conseiller des produits qui sont vachement bien. Ouais, il se trouve que c'est les miens, mais tu vois, on n'est pas dans une espèce de distance entre le vendeur et le client, ou la distance qu'il pouvait y avoir avant entre, par exemple, le copywriter anonyme qui écrivait dans un journal et la personne qui lisait le journal. On est dans une relation presque d'amitié, c'est-à-dire qu'on a tous des gens qu'on suit sur Internet ou des auteurs ou n'importe quoi qui nous inspirent, qui nous plaisent, qu'on suit en fait ces gens-là, peu importe leur format, peu importe ce qu'ils font, peu importe le nom de leur émission, peu importe s'ils font de la vidéo, de l'audio, du texte, peu importe, on suit ces gens. Et on peut nous aussi devenir, pas des influenceurs en mode Instagrammeur qui partagent sa vie, mais voilà, des gens à suivre. Ouais. Des gens à suivre. Des gens inspirants. Et c'est quoi la définition de quelqu'un inspirant? C'est quelqu'un de normal qui accomplit des choses étonnantes ou des choses que tu as envie de faire. C'est ça la définition de quelqu'un inspirant. C'est quelqu'un d'ordinaire qui accomplit des choses extraordinaires. Voilà. Et on peut tous devenir cette personne-là parce qu'on peut tous, si on se focalise sur un sujet, faire des choses extraordinaires dans ce sujet-là, sans être une personne extraordinaire, tu vois. Et c'est comme ça qu'on devient inspirant, et en devenant inspirant, on attire une audience à soi naturellement, et cette audience-là, ça peut devenir des clients long terme, des gens qui vont nous suivre pendant des années, et c'est ça qui est cool. Voilà. Écoute, complètement d'accord. Je vois de plus en plus que c'est pas que la vente qui compte. Enfin, je veux dire, si tu veux vendre, il faut se créer une sorte de personnage. Tu sais, il faut être vraiment. Et le truc le plus simple, en fait, c'est d'être authentique. J'avais parlé dans un email il y a un peu longtemps maintenant, je crois, mais le test du bar, en fait, que le truc le plus simple, en fait, pour créer du contenu, que ça soit un article ou après une page de vente et tout, c'est comme on peut être là, tu vois, ou en fait, comme si c'était un bar, en train de boire un verre avec un pote, et que tu voulais vraiment l'aider sur le sujet. Tu vois, ton pote, tu vas pas lui dire, alors moi, ma mission, c'est de t'aider à réduire drastiquement tes coûts. Tu vas dire non, écoute, mec, ok, t'as ce problème, tout ça. Bon bah, moi, peut-être que je peux t'aider en faisant ça. Mais tu vois, tu vas parler simplement. C'était Einstein, je crois, qui disait ça, qu'en mode... en fait, si tu veux voir si t'as vraiment compris quelque chose, il faut que tu l'expliques à un gamin de 4 ans. Donc voilà, avec des mots simples et tout. C'était intéressant le fait de parler de Donald Trump aussi. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais je pense que le mec, il sait convaincre.
convaincre les masses, convaincre les foules, parce que voilà, il a cette capacité, bon, il est charismatique, capacité d'oration, tout ça, mais il utilise des mots simples, des mots visuels aussi avec les expressions que tu dis. Et ça, en fait, si on le fait dans le contenu, bah, c'est quelque chose qui reste. Et après, on voit plus la personne comme, je sais pas, un simple blogueur qui va donner des informations. On va y revenir parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur elle. C'est aussi ça, après, le marketing de transparence, en fait, la force de l'honnêteté, de donner des anecdotes et tout. Et moi, depuis que je le fais, je le faisais pour mes clients et maintenant je le fais pour moi dans mes contenus. D'une, c'est déjà beaucoup plus fun de travailler comme ça, je trouve. Je sais pas, c'est kiffant de pas juste écrire un texte Wikipédia, mais de mettre des petites histoires et tout. Je sais pas, je parle la dernière fois j'étais en Grèce en voyage avec ma copine, il y avait un chat qui tournait la tête quand je l'appelais. Bon, bah, j'ai utilisé ça en mode, ce chat, c'est comme les lecteurs, en fait, auxquels t'envoies à chaque fois mon produit est le meilleur, mon produit est le meilleur. En fait, si on lui dit toujours la même chose, je pars un peu on dirait Jean-Claude Van Damme là, mais en fait, j'avais dit que voilà, ce chat, tout le monde lui disait, tous les touristes lui disaient petit chat, petit chat. Et le mec, quand tu fais ça, il tournait la tête, il s'en foutait. Et j'avais fait ce parallèle avec, en fait, c'est comme dans ton audience, si tu dis à chaque fois mon meilleur produit, les gens vont devenir invisibles, hermétiques, en fait, à tes propos, et qu'il fallait trouver un peu un autre moyen, tu vois. Mais ça, c'était juste un truc qui me faisait kiffer. Je fais passer une leçon avec un parallèle, une anecdote de mathématiques, de ma vie, en fait, sur mathématiques après. Et bah, je trouve que c'est plus fun d'écrire ça. Et en plus, ça apprend mieux apparemment aux gens, parce que justement, il y a des trucs visuels. Et ouais, le langage plus simple, franchement, faites ça, ouais. Ouais, complètement. Si tu veux expliquer un truc compliqué, il faut parler de casserole, faut parler de bagnole, faut faire en fait surtout si c'est théorique, il faut faire, si possible, on peut toujours le faire, une comparaison avec le truc le moins théorique possible, tu vois. Genre avec une casserole, avec un chat, avec un chien, avec de la bouffe, avec n'importe quoi, avec un truc vraiment que la personne peut se visualiser, peut se sentir, peut voir, peut palper. Et il y a plein de petites techniques comme ça qui vont aider les copywriters, le fait d'utiliser des métaphores. Moi avant j'en utilisais jamais, puis je me suis mis à en utiliser beaucoup parce que j'ai compris à quel point ça pouvait être puissant. En fait les gens retiennent pas la théorie, les gens retiennent la métaphore, les gens retiennent l'image qu'ils ont dans la tête en fait, tu vois. C'était je sais plus qui disait ça, qui disait les gens oublieront ce que tu as dit, les gens oublieront ce que tu as fait, mais se souviendront comment tu les as fait se sentir. Et c'est vrai, donc les émotions que tu vas transmettre, l'énergie que tu vas mettre dans ton contenu, le fait de nommer les choses aussi, c'est vachement important. En fait, nommer quelque chose, c'est se l'approprier. Tu vois, je sais pas, t'es avec un gamin dans un magasin de jouets, à partir du moment où il a vu un ourson en peluche, il va lui donner un nom, bah ça y est, t'es sûr de passer avec à la caisse parce qu'il le possède. Et c'est pour ça que dans les fermes, on essaye d'interdire aux enfants de nommer les animaux, parce qu'ensuite, quand tu vas à l'abattoir, ça fait pleurer le gamin. Il l'a nommé, il le possède. Donc nommer des trucs, donner des noms aux choses que tu utilises souvent, avoir des amis et des ennemis aussi, ça c'est super important, c'est ce qui définit ton identité, ton caractère. C'est le fait de pas dire oui à tout, de pas répéter ce que tout le monde dit, mais dire voilà, moi ça je suis pour, ça je suis contre, les gens qui font ça je les aime bien, les gens qui font ça je les aime pas, sans forcément être dans l'agressivité, attaquer des gens. Moi j'ai jamais attaqué des gens personnellement, tu vois, mais juste dire voilà, moi je suis pas d'accord avec cette méthode-là. Par exemple, moi beaucoup de gens font des tunnels de vente, je suis plutôt pas d'accord avec ça, pour moi c'est pas la meilleure solution. Y a plein de choses comme ça où tu peux te positionner. Ça aussi, ça permet de créer du caractère. C'est que les gens qui sont comme toi, par exemple, qui sont opposés à tel type de personne ou à tel type d'action, du coup, ils vont être attirés par ce que tu vas dire. Et s'ils ont besoin d'une méthode, c'est chez toi qu'ils vont la chercher. Je prends un exemple, tu vois, si quelqu'un est déçu par la médecine moderne, il y a beaucoup de gens qui sont déçus par la médecine moderne parce qu'ils ont bien vu que ça soignait pas toujours leur maladie, que ça les aidait pas forcément à aller mieux. Ils vont être attirés par des mecs qui vont avoir un discours un peu anti-médecine moderne. Ou des gens qui ont un problème avec le système politique, ils vont être attirés par des gens qui sont anti-système, tu vois. Et donc si ces gens-là derrière leur proposent une méthode, leur proposent une alternative, t'as pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es d'accord avec les principes, avec les fondations, bah tu signes pour tout le reste en fait. Et si tu as besoin d'une méthode, c'est lui que tu vas aller chercher, pas quelqu'un d'autre. Donc utiliser toutes ces figures de style, évidemment raconter des histoires, faire des métaphores, des comparaisons, nommer les choses, avoir des ennemis, des amis, se positionner par rapport au sujet, par rapport aux faits d'actualité, aux choses, et pas être anonyme, tu vois. Tout ça, c'est des détails qui vont en fait sur le long terme construire ta personnalité et construire ta relation aussi avec ton audience, quoi. Ouais, j'en parle de plus en plus dans mes contenus parce que je vois que vraiment c'est hyper important et ça me fait plaisir que l'interview elle dérive un peu sur ça parce qu'il n'y a pas que le copywriting si on veut faire des ventes. En plus, je pense que c'est pour jouer sur le long terme aussi, tu vois. Si les gens qui nous écoutent, ils veulent juste faire un petit coup comme ça, bon bah il suffit d'une page de vente, d'une séquence mail et c'est bon. Mais si tu veux construire une belle relation avec tes lecteurs, que tu veux kiffer, faire du contenu, voir que tu impactes les gens et tout, il faut que tu te crées ce personnage et c'est même pas en vraiment le créant, mais c'est juste être toi-même au final à 110%. Bah, c'est plus fun de faire comme ça et ça marche bien.
André Dubois, je crois qu'il avait dit un truc, tu vois, ça m'est resté, ça fait peut-être 3 ans qu'il avait dit, enfin un mec qui tient un site, Traffic Mania, j'aimais beaucoup à l'époque, et il avait dit, les centristes n'ont jamais enflammé les foules. Donc tu vois, c'est un peu une métaphore pour, tu vois, et ça m'était resté, et je trouve ça hyper vrai, parce que je le dis un peu là, que dans mes contenus, qu'il faut avoir des points de vue arrêtés, tu vois, alors sans faire le connard en mode, c'est ma méthode et rien d'autre, parce que personne n'aime ça, ça fait égocentrique, et puis c'est bon qu'on n'a pas envie d'entendre ça, mais le fait d'avoir des combats, des fois à mener, des ennemis, de dire là il faut oser un peu se mettre en avant, dire que comment dire, ouais, le truc de choisir ses ennemis, les combats, parce qu'au moins après tu vas bien sûr avoir des gens qui vont pas être d'accord avec toi, mais au final c'est ce que tu dis souvent, c'est que ces gens ils vont peut-être pas t'acheter tes produits, c'est pas eux que tu as envie d'aider, parce qu'en plus ils te ressemblent pas, tout ça, mais justement par rapport à ceux qui vont aimer après, ils vont pas juste aimer, mais ils vont être fans, et ça va peut-être devenir des clients fidèles et tout, et ouais, je trouve que ça c'est intéressant pour vendre. Et du coup, c'est la petite question finale. Je vais pas te demander ton livre préféré de copywriting, je vais pas te demander où t'en es dans 10 ans, où est-ce que tu te vois, c'est la question chiante. Mais en fait, je sais pas, je pense qu'en tant que formateur, quand on crée des formations et tout, on aime bien que les gens appliquent nos conseils, surtout quand c'est un conseil qui nous tient à cœur, parce que voilà, on sait qu'ils peuvent avoir des résultats, et des fois on a envie de le crier, de dire ah, fais ça, tu vas avoir des résultats. Si là, tu vois, les gens, s'ils sont là jusqu'à la fin de l'interview, ils sont chauds, ils ont bien aimé ce que tu as dit, ce qu'on a dit, tout ça. Si tu pouvais avoir un impact sur quelqu'un en lui conseillant un truc qui pourrait changer son business, qui pourrait vraiment l'aider à avoir des résultats maintenant, qu'est-ce que ça serait? Bah, ça dépend de l'audience. Si c'est des créateurs de contenu, fais du contenu quotidien et sors des formations de manière très régulière, au moins 1 ou 2 par mois. Est-ce que je peux... Vas-y. Parce que je m'étais amusé. En fait, je sais qu'Anthony parle beaucoup de cette philosophie de sortir des produits rapidement. Je veux démontrer l'importance du copywriting, à quoi ça sert. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a en bas, Antoine? Prédiction d'Antoine, sortez un produit tous les 15 jours, ou au moins tous les mois. C'est exactement la manière dont je l'ai dit en plus. J'espérais que tu le dises, parce qu'en plus on a trop parlé de copywriting, je me suis dit, il va dire un truc sur le copywriting, ça va me faire plaisir. C'est que je pensais que tu allais parler de ça, et je te coupe pas, parce que moi je pense que c'est vraiment intéressant le fait de sortir des formations rapidement, fréquemment, donc vas-y, parle de ça. C'est l'action qui peut tout changer en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont dans la planification, et moi ça me gonfle, tu sais, genre tu fais une interview avec quelqu'un, puis tu lui dis bon bah tu vois par curiosité à la fin, bon bah ça sera publié quand, tu vois, puis le gars te dit ouais en mars, tu vois le mec dans 3 mois et tout. Pourquoi pas demain en fait, genre la semaine prochaine, ok je comprends, demain t'as peut-être déjà un contenu, pourquoi pas la semaine prochaine. Et tu vois les gens sont vraiment dans l'over planification, et souvent il y a une corrélation entre les gens qui sont dans la planification et les gens qui n'ont pas de résultats, tu vois. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais et moi, tous les gens que je connais qui ont des résultats rapides, qui s'améliorent très vite, qui apprennent très vite, qui changent souvent et qui progressent beaucoup, c'est des gens qui sont dans l'action, dans le moment présent. C'est-à-dire, t'as une idée, tu la mets en place maintenant. Mais pourquoi dans une semaine, en fait? Pourquoi pas maintenant? Je veux dire, je suis pas Barack Obama, tu vois, tu gères pas une centrale nucléaire. On peut se permettre, en fait. On est sur le web. Je veux dire, c'est l'espace de liberté le plus extraordinaire qui a jamais été créé. T'as une idée, tu la mets en place maintenant. Pourquoi attendre? Je sais pas moi, il y a 2-3 semaines, j'ai eu l'idée de faire un groupe Facebook. Je me suis dit, ça serait bien de le relancer. Comme ça, j'aurais du feedback direct, je pourrais relancer le truc et tout. Bon bah dans l'heure, j'avais créé le groupe et puis j'avais envoyé un mail pour que tout le monde se mette dessus. Et puis c'est pas grave si derrière tu l'abandonnes, tant pis, les gens ils vont oublier. Les gens oublient ce que t'abandonnes. Il y a que toi qui va te souvenir en disant oh merde j'ai abandonné ça. Les gens en ont rien à foutre. Les gens ce qui les intéresse c'est ce qui marche, c'est ce qui les aide, c'est ce qui dure. Donc pour trouver les trucs qui durent, tu vois, c'est un peu comme un plat de pâtes que tu vas balancer contre un mur, tu as peut-être 3 pâtes qui vont rester. Mais tu peux pas deviner quelles sont les 3 pâtes avant de les avoir balancées contre le mur. Tu vas pas tout analyser toutes les pâtes une par une dans la casserole. Donc il faut faire comme ça en fait. Pour trouver ta voie dans la vie, peu importe ce que c'est, peu importe c'est le copywriting pour les autres, pour toi en tant que salarié indépendant, peu importe. Il faut tester énormément de choses, tout ce qui te passe par la tête, jusqu'à ce qu'il y ait un truc où tu te dis ah, là j'ai trouvé un truc qui colle, là j'ai trouvé un truc qui me plaît, là j'ai trouvé un truc qui marche, qui a de la traction. Et une fois que tu as ce truc là, t'élimines tout le reste et tu fais plus que ça et tu le fais à fond. Et ça c'est, enfin moi c'est évidemment je donne ce conseil, c'est ce qui a marché pour moi. J'étais un étudiant un peu paumé, j'étais assez végétatif, tu vois, je faisais pas grand chose de ma vie, je savais pas trop quoi faire. Et puis un jour j'ai lu un petit bouquin sur Kindle, tu vois, le truc qui était même pas sorti en papier, qui dit gagner sa vie avec son blog. Je me dis c'est génial, c'est ce que je veux, tu vois. Je lance mon truc le jour même, le lendemain je commence à spammer tous les groupes Facebook, enfin à l'époque c'était des forums pour avoir de l'audience.
Je commençais à avoir un peu d'audience, je commence à sortir un article tous les jours. Au bout de 6 mois, j'ai quand même mis 6 mois, tu vois, je lance ma première formation, je fais de l'argent, là je me dis ok, il se passe quelque chose, il y a de l'attraction, et puis j'aime ça, tu vois, j'aime créer du contenu. Donc il y a quelque chose. Mais jamais, jamais, jamais aujourd'hui j'en serais où j'en suis après avoir sorti plus de 100 formations, après avoir fait plus de 1000 contenus, tu vois, et avec l'audience que j'ai, avec les chiffres que j'ai, jamais j'aurais atteint ce résultat-là. Si un jour je m'étais pas dit, tiens, j'ai envie de le faire, je le fais maintenant. J'ai du temps, là, il me reste 2 heures avant de partir à l'école, hop, je le fais, quoi. Et les gens, putain, moi, ça m'énerve, en fait. J'ai envie de les secouer, les gens qui sont là en train de se dire, ouais, peut-être dans un mois, ouais, j'ai piscine demain avec Jacqueline. Mais on s'en fout, bordel, on parle de tes rêves, là. Jacqueline, elle est chiante. Non mais tu vois, on parle de réaliser ton rêve et toi t'es là en train de te donner des vieilles excuses juste parce que tu flippes de le faire. Mais fais-le maintenant en fait, qu'est-ce que t'attends? Tout le monde s'en fout que t'échoues en fait. Les gens ils ont une terreur d'échouer, mais on en a rien à foutre. Je veux dire, les gens ils vont t'oublier, même tes parents, je veux dire, ils vont te mettre un peu de pression, puis après ils vont se dire ah bah tant pis, il aura fait son truc. Enfin je sais pas, moi mes parents ils étaient pas chauds quand je me suis lancé, bah je l'ai quand même fait. Et bah aujourd'hui ils se disent bon bah ça bon, ça marche, on est rassuré, tu vois. Il faut tenter des trucs. Je veux dire, tu vas pas regretter à 90 ans sur ton lit de mort de dire ah merde, quand j'avais 30 ans, j'ai passé 6 mois de chômage à essayer de lancer mon projet. Non. Par contre, si t'as passé toute ta vie à faire un métier de merde qui t'a fait chier juste parce que t'avais peur de faire autre chose, là, tu risques d'avoir des vrais regrets, tu vois. Donc, mon conseil, c'est si t'as une idée, si t'as un truc, t'as envie je sais pas, t'as juste une idée qui te passe par la tête, t'as envie de la tester, t'as le web, lance-le aujourd'hui. Et si tu veux faire du contenu tous les jours, du quotidien, tu bourrines, et c'est comme ça que tu vas devenir bon. Bah écoute, tout est dit. Non mais franchement c'est vrai, hein. Il y a le fameux truc de la question qui a été posée sur les gens, leur lit de mort, leur plus grand regret, et bah enfin ce qu'ils regrettent le plus, ouais, c'est toujours par rapport à des choses qu'ils n'ont pas faites. Je sais pas lancer une entreprise, pas voyager en tel pays, pas se mettre en couple, mais c'est toujours des choses qu'ils n'ont pas faites. Et en fait, ouais, à un moment, tu peux te servir de ce moteur enfin, c'est négatif en toi, mais le truc tu regardes à l'intérieur de toi, tu te dis, ok, j'ai envie de vivre mon contenu, j'ai cette formation peut-être dans la tête depuis 6 mois, je sais pas, tu vois, là, je parle un peu personnellement aussi, moi, c'est ce qui m'était arrivé. Et tu vois, tu regardes à l'intérieur de toi, tu te dis, ok, ça fait 6 mois que je l'ai pas fait, mais j'ai envie de le faire, pourquoi? Tu sais, ça te ronge un peu, tu te dis, putain, c'est chiant en vrai, j'ai envie de le faire, mais du coup, c'est un peu un combat contre toi-même. Et à un moment, bah, il n'y a pas d'autre choix, d'autre solution que de se mettre un coup de pied au cul, en fait, et d'y aller. Et c'est justement quand on agit, qu'on peut avoir des résultats. Et alors, même si c'est un échec, on sera content, je pense, parce qu'on a réussi à passer le cap, et après, ben, c'est juste un truc d'ajuster le tir, mais c'est plus un truc de, putain, je dois le faire. Une fois que tu l'as fait, tout change. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui se débloque dans le cerveau. Ouais, il faut passer à l'action. Et le truc que tu as dit par rapport aux formations, bon ben, moi, là, j'ai commencé à sortir mes premières formations. Je vais essayer d'en sortir une tous les 15 jours, minimum tous les mois. En fait, voilà, j'étais aussi matrixé par ça, en mode, putain, ça va mettre trop de temps, il faut que je fasse plein de choses et tout. Alors que, quand tu le fais, tu te rends compte que non. Et le simple truc, c'est de passer à l'action. Et peut-être que, bah, du coup, on va en parler après dans une autre interview, tout ça. Mais je vous recommande de faire ce qu'il dit, parce que là, franchement, moi, je l'ai fait, c'est cool. Et puis, ouais, ça va faire kiffer, quoi. C'est une belle aventure, je trouve, la création de contenu. Et en plus, quand on peut gagner de l'argent en aidant les gens, qu'après, on a des bons retours, parce que, voilà, les gens ont des résultats, bah, je trouve ça top. Donc voilà, un petit mot de la fin, peut-être. Ouais, je suis bien d'accord. C'est un métier qui a énormément de diversité parce que tous les jours tu parles d'un truc différent. Tu peux parler de ta vie, tu peux parler de tes expériences, des gens que tu rencontres, etc. C'est un métier que tu peux faire de 1000 façons différentes. Tu peux faire de l'audio, tu peux faire de la vidéo, tu peux faire du texte, tu peux voyager, tu peux partir à l'aventure, interviewer des gens, parler tout seul dans ton coin, dans ta chambre si t'es timide. Enfin, tu peux le faire vraiment. Tu peux l'adapter à ta personnalité et à ce que t'aimes. Et c'est vraiment un métier qui t'apporte énormément de plaisir et de gratitude, comme j'en connais peu. Pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Après, c'est pas adapté à tout le monde, évidemment. Mais pour quelqu'un comme moi, et peut-être comme toi, je suis jaloux de personne parce que je considère que je fais le meilleur métier du monde, quoi. Et je le conseille évidemment à tout le monde. Bah écoute, super. Merci beaucoup, Antoine. Et puis, ben, commencez à faire ce meilleur métier du monde parce que c'est vrai que c'est cool. Là, il y a eu plein de valeurs, je pense, plein de conseils. Et le dernier conseil, bah, c'est vraiment le truc de passer à l'action. C'est ça qui change tout. Le gouffre entre le savoir et le non-savoir, il est beaucoup plus mince que le gouffre entre l'action et l'inaction. À un moment, voilà, même si on a les meilleures formations, les meilleures informations, enfin tout ce qu'on veut, si on passe pas à l'action, ça marchera pas. Donc il faut passer à l'action. Je compte sur vous. Puis voilà, merci Antoine, hein. C'est très cool. Merci Théo. Salut. Je sais pas si on dit salut à la fin. Ça, je comprends.